Bonjour Ulysse Dorios, donc vous êtes directeur de la transformation digitale de la région Île-de-France. Et Vincent donc Monté, bonjour. Tu es donc directeur fondateur du MBA spécialisé Digital Marketing et Business et vice-président de l'Axel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Perle, bonjour Vincent. Bonjour Elise. Alors, Ulysse, la région Île-de-France, finalement, c'est une organisation, c'est une institution comme une autre, qui doit faire face au challenge d'une organisation et donc au challenge des enjeux de la transformation, notamment digitale. Comment est-ce qu'elle s'est passée, cette transformation? Je crois que vous l'avez entamée il y a 4 ans. Comment ça s'est passé et puis où est-ce qu'on en est un petit peu aujourd'hui? Merci Perle pour cette question. Effectivement, on peut être surpris d'avoir une administration publique pour parler de transformation digitale. Je comprends bien que ça puisse vous surprendre. Et pourtant, c'est bien le cas. La région Île-de-France, c'est la plus grande région d'Europe. Nous sommes 10 000 au conseil régional, 10 000 agents. Et puis, notre budget, c'est 5 milliards. Donc, c'est quand même très conséquent. Et puis, nous sommes 2 000 au siège et 8 000 agents qui sont dans les lycées, puisque nous gérons les 465 lycées d'Île-de-France. Donc, c'est un grand périmètre de compétences. Les transports, la culture, le sport, bref. Ça a un impact sur les 12 millions de franciliens qui vivent sur le territoire au quotidien. Et donc pour comprendre où est-ce qu'on est aujourd'hui, il faut quand même que je vous explique un peu d'où on est parti. Puisqu'avant, la région, elle était située au cœur de Paris, aux Invalides, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc c'était près du Bon Marché, à côté de la Tour Eiffel. Et on était distribué dans 11 sites à peu près. Et c'était très compliqué pour travailler, puisque vous étiez dans des bâtiments très luxueux de l'extérieur, très prestigieux, puis finalement très peu fonctionnels de l'intérieur. Pour vous dire, il y avait beaucoup de bureaux dans lesquels il n'y avait même pas le Wi-Fi. Alors nous, notre transformation digitale menée en 4 ans, elle part d'un moment où on n'a même pas le Wi-Fi, jusqu'au moment où il faut aller sur des politiques de stratégie de la donnée, de négociation de smart data, etc. Donc c'est vraiment un saut très très grand que l'on a fait en peu de temps. Alors peut-être, et vous me dites Perle si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, mais peut-être pour vous dire d'où on part, moi j'avais quand même envie de vous dire rapidement à quoi ressemblait mon quotidien il y a 4 ans. Moi j'ai rejoint la fonction publique après plusieurs années en fusion-acquisition au Canada, et donc j'avais très envie de m'engager pour le service public. Alors il y a 4 ans je m'engage, je suis reçu au conseil régional pour un poste de chargé de mission, et puis ma première journée, pour vous dire, on m'accueille, et là, c'est la DRH qui m'accueille dans un magnifique bureau de 80 mètres carrés avec des dorures, des lumières. Moi, c'est ce truc magnifique. Et puis, voilà, j'avais quand même compris que je vais peut-être être moins bien payé que dans le privé. Par contre, que j'allais peut-être avoir quand même quelque chose de très impressionnant. C'est un bureau quand même 3 fois plus grand que mon appartement parisien de l'époque. Et puis très rapidement, on me dit, bon, on va vous amener à votre bureau, etc. Et puis il y a un chargé de mission qui vient, qui m'accueille, puis qui m'emmène à mon bureau. Puis on descend le 4e, le 5e étage, où avant on avait la vue sur toute la tour Eiffel quand même. Et puis j'arrive à même passer le 0 et on m'emmène au -1, à côté des gars de la DSI. On m'a dit, voici votre bureau, bienvenue. Et donc là, vous comprenez que très rapidement, j'ai compris qu'en fait on ne m'attendait pas, on n'avait pas besoin de moi et que j'allais pas changer grand-chose. Parce que quand on vous accueille et qu'on vous met au sous-sol dans un bureau, oui, individuel mais sans fenêtre, c'est rarement parce qu'on compte sur vous. Et puis là on m'a dit, mais vous inquiétez pas, on va vous amener votre ordinateur. Et là on m'a fait un petit sourire complice et on m'a dit, il est portable. Comme si on avait pu même me donner un ordinateur fixe. Et donc promesse faite, promesse tenue, on m'apporte un ordinateur assez rapidement et j'entends quelqu'un pousser sur un chariot. Et c'est le gars de la DSI qui vient. Et alors je suis nul en informatique, mais quand on vous propose un ordinateur portable, mais qu'on vous l'amène sur un chariot, c'est mauvais signe. Et donc effectivement, on m'a donné un énorme ordinateur hyper lourd, et on m'a dit, mais vous inquiétez pas, il marche. Et ça faisait 2 heures que j'étais rentré dans la fonction publique, et j'étais un peu déstabilisé. Donc notre transformation digitale, elle part aussi de là. Elle part d'une organisation souvent sans Wi-Fi, avec des ordinateurs qui ne sont pas portables, dans des bureaux dans lesquels le pouvoir est distribué par la taille de votre bureau. C'est ce qu'on appelle une bureaucratie. Bureaucratie, le pouvoir du bureau. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de bouleverser absolument tous ces modes de travail pour refonder le sens du travail. Oui, le digital est un outil. Oui, les espaces sont un outil. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, on a pu réussir à déménager le Conseil régional d'Île-de-France, les 2000 agents du siège. On est allé à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, de l'autre côté du périphérique. C'est quand même un changement radical par rapport au 7e arrondissement. Et on s'est rassemblés dans un site unique, dans un lieu moderne, ouvert, connecté. Tout le monde est en open space, il n'y a plus aucun bureau individuel. Donc, le directeur général des services, comme tout le monde, il est au cœur de ses équipes, avec de la lumière, avec des espaces ouverts, des espaces connectés.
Et ça, c'est pareil pour tous les agents. Et donc, tout le monde a accès évidemment au télétravail. Et tout ça, ça a été fait quand même en 2 ans. Donc, c'est quand même très rapide. C'est un saut, en fait, dans l'administration de demain que l'on a fait il y a déjà quelques années. Effectivement, quand même avec une prise de conscience assez forte pour partir d'aussi loin et arriver finalement en 2 ans à une organisation qui soit plus agile et plus innovante. Vincent, du coup, j'imagine que cette histoire doit faire écho à ce que tu peux voir ou à ce que tu peux, aux entreprises avec qui tu peux échanger. On parle des transformations des organisations, du coup, transformation des métiers. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a vu depuis 20 ans ? Une transformation des métiers / compétences. Parce qu'en fait, un métier est composé de plusieurs compétences. Évidemment, on a vu le marketing et la communication se transformer en premier, avec certes des nouveaux métiers, mais aussi des compétences qui deviennent des métiers. Ou à l'inverse, prenons le community manager, qui était devenu un métier, c'est aujourd'hui une compétence pour tout à chacun, même si après je vais avoir un métier. Ce qui est très très compliqué pour les DRH qui étaient sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, GPEC avec une projection à 5 ans, quand on a des compétences qui n'existent pas encore et des métiers qui n'existent pas, compliqué de faire des projections. Et si ça a commencé par le marketing et la com, on voit bien, par exemple, une des compétences aujourd'hui nécessaires, c'est l'UX, l'approche expérience utilisateur, qui était très liée au marketing. On voit bien que les DRH, avec l'expérience employée, ils doivent avoir des insights de l'ensemble de ces compétences. C'est vrai pour le directeur financier, c'est vrai finalement pour tous les managers aujourd'hui. On a donc, on s'est rendu compte qu'il y avait d'un côté, encore une fois, je vais prendre l'exemple de la publicité, de l'achat média. Être aujourd'hui média planner et acheter de la publicité digitale, on sait que dans 5 ans, et encore je suis pessimiste, que dans 5 ans, ce métier-là, l'IA, peut très bien faire les choses. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et ce n'est pas une histoire d'âge, c'est des gens qui ont parfois 30-40 ans. Et de l'autre côté, tous les discours sur la transformation digitale d'une organisation d'un point de vue systémique est un peu un mouchoir rouge qu'on va agiter pour oublier que la transformation, elle est d'abord individuelle. Et qu'on s'est tous transformés à titre individuel avec le digital dans notre vie personnelle. Et on ne projette pas tant dans notre vie professionnelle tous ces changements-là. Je me souviens des années 90, est arrivée la bureautique, bureaucratie bureautique. On a été formés à la bureautique. On passait un permis de conduire informatique. Là, on jette les gens dans le télétravail avec les outils de travail collaboratif et allez, c'est intuitif, vous allez tout gérer. Il faut se transformer individuellement, sinon c'est que du blabla, l'organisation. Alors justement, on parle de transformation individuelle. Comment ça s'est passé avec les collaborateurs de la région ? Parce que justement, vous avez fait un gap énorme en 2-4 ans sur les nouvelles compétences. Et est-ce qu'il n'y a pas eu des freins ? On a parlé, Vincent a évoqué le télétravail. Comment est-ce que ça se passe ? Alors bien sûr, c'est une transformation qui ne s'est pas faite sans difficulté. Ça, il faut être très honnête pour le dire, ça a été difficile. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre pourquoi ça l'a été. Ça l'est aussi parce que je crois qu'on a une défaillance profonde dans les modèles de gouvernance de nos grandes organisations, avec un rapport à la confiance qui est extrêmement particulier. Ce qui fait que lorsque vous annoncez une transformation, lorsque vous annoncez une amélioration, un changement éventuellement de lieu de travail, de mode de travail, de sens de votre travail, le premier réflexe, c'est de la défiance. Mais c'est naturel cette défiance, elle est extrêmement légitime. Si pendant des années on vous a dit on va améliorer votre quotidien, on va vous donner des meilleurs outils, vous allez avoir plus d'autonomie et qu'au final vous n'avez jamais rien eu, parce qu'on vous a promis beaucoup de choses mais on l'a très peu fait, votre discours, vous, en tant que DRH, il n'y a pas de raison qu'il soit plus légitime que les discours des autres. Et donc, vous n'êtes pas plus audible, vous n'êtes pas mieux entendu et vous ne pouvez pas convaincre plus facilement. Et la seule chose que vous avez, c'est la démonstration par la preuve. Et oui, il faut faire du discours, oui, il faut annoncer, il faut dire les choses clairement, il faut être transparent, mais il faut aussi prouver de manière très concrète ce qu'on veut faire. Et donc, quand on a voulu faire ce déménagement, moi je me souviens, on a commencé par faire beaucoup de visites d'organisations qui avaient fait leur transformation. Alors on avait emmené plein d'équipes, voire la Société Générale, des grandes organisations, pour leur dire voici à quoi ressemblent des organisations qui ont fait une transformation de leur lieu de travail.
Et puis souvent, on me disait, pour l'anecdote, on me disait, oui, mais ça, monsieur Doriot, c'est magnifique, mais jamais dans la fonction publique, on aura ça, voyons. Et puis je leur disais, bon, alors je vais chercher un cas en France. Alors j'avais fait mes devoirs, j'ai cherché des cas dans toutes les administrations françaises, j'en ai trouvé aucune qui avait fait une révolution et qui avait déconstruit la bureaucratie physiquement, pour de vrai, mais aussi dans les mentalités. Et donc, on allait en Belgique voir la sécurité sociale belge qui a fait une magnifique transformation. Ils ont trouvé ça formidable. Et après, mes équipes m'ont dit, oui, mais ça, monsieur Doriot, ce sont les Belges. Donc, j'avais bien compris que j'avais aucune chance de convaincre que de faire finalement quelque chose de concret. Et on l'a fait. Et, et ça a été fait en 2 ans, mais c'est vraiment, oui, il a fallu accompagner beaucoup les managers parce que la véritable transformation, elle est celle du management. Je peux vous faire une formidable dictature dans un espace ouvert, libéré, avec quelque chose de lumineux, et en même temps, on peut vous rendre extrêmement content et heureux au travail dans un bureau avec des bureaux individuels. Vos espaces, c'est des outils pour une transformation culturelle. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Ce sera beaucoup plus dur dans un espace avec des bureaux individuels de faire une transformation ouverte, transparente, où tout le monde échange. Mais c'est possible. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on change dans notre manière de travailler ensemble pour faire quoi ? Et donc on a fait beaucoup de visites pour toucher du doigt justement cette transformation des modes de travail, ces évolutions de compétences. Les managers, on les a rassemblés dans un grand campus des cadres avec nos 250 managers du siège pour justement travailler sur quel sera le management de demain avec le management du télétravail, la gestion par objectif, la structuration des tâches. Et on le voit aujourd'hui avec l'animation du collectif à distance, fondamentale. Donc heureusement qu'on a pu préparer cela il y a déjà 2 ans, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas eu de difficultés dans la période qui est arrivée. Vincent, justement, vous aussi, par rapport, alors là pour le coup, au regard du Covid, comment est-ce que vous avez mis en place le télétravail ? Comment est-ce que vous avez réussi à accompagner les étudiants dans la continuité de leur parcours scolaire ? Et puis finalement, la situation continue, perdure un peu. Donc quel est l'impact un petit peu de tout ça ? Je me souviendrai toute ma vie du 16 mars 2020, puisqu'au 16 mars, le MBA, pour rappel, qui est présent à Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Shanghai et Alger, 250 étudiants, 8 promotions, et le 16 mars, on avait encore 500 heures de cours, 7 compétitions finales, 15 masterclass. Autant vous dire qu'il fallait être prêt. Je ne vais pas parler de la technologie, on était sur Teams, et la techno était là, la moindre des choses pour un MBA digital. Mais on s'est dit tout de suite, ce n'est pas du tout des cours à distance, c'est des cours en confinement. C'est comme le télétravail, ce n'est pas du télétravail, c'est du travail en confinement. Ce n'est pas la même chose. Et donc, tout de suite, on s'est dit qu'il va falloir encore plus d'humanité, encore plus de liens. Parce que la distance, on n'a même plus la communication non verbale entre nous, on est amputé de notre interaction humaine, que ce soit dans l'apprentissage ou dans le management. Et on a mis en place tous des critères avec l'ensemble des intervenants. Déjà, on arrête les cours de 4 heures, on fait des sprints d'1 heure avec des pauses annoncées. On va chercher plein d'outils d'interaction avec les étudiants ou les collaborateurs. Et puis, on a décidé de faire l'appel face caméra, quitte à perdre une demi-heure. Où tu es ? Comment tu vas ? Montre-toi. Ah, mais je suis dans mon lit avec mon chat. C'est pas grave. Tu es là et tu vas contribuer. On s'est rendu compte et on a vécu 1 mois et demi assez exceptionnel, humainement. On a déduit aujourd'hui, les promos sont rentrés et on est présentiel, distanciel. Et puis on est full distanciel. Ça y est, on a un nouveau slide à la rentrée, qui est un slide d'Edgar Morin. Et ça s'appelle « Attends-toi à l'inattendu ». C'est un papier du CNRS qu'il a écrit pendant le confinement pour rappeler à tout le monde que cette incertitude-là, elle va continuer toute l'année et que face à l'incertitude, il faut encore plus d'humanité. Oui, mais justement, comment est-ce qu'on passe du travail en confinement vraiment au travail à distance, puisque ça va devenir plus globalement quand même une norme. Donc il y a quand même un switch à faire, j'imagine. Alors, il y a un vrai switch et ça devient, là pour le coup, une compétence. On s'est rendu compte qu'animer des réunions sur Teams, Zoom, Discord, ce que vous voulez, que la prise de parole face caméra, que l'interaction avec 3, 4, 5 collaborateurs fait partie d'un nouveau savoir-faire. Et dans les entreprises qui recrutent nos étudiants-là, et on l'affiche, nouveau savoir-faire, soft skills, digital working, on parle même de WAS, working as a service, aller produire ce nomadisme du travail. Ça, on l'a développé justement en mettant les gens en action face à tous ces outils et en tirant des nouvelles règles comportementales et puis quand même des outils qu'il faut manager et gérer. Mais c'est nouveau. Et ce dernier clin d'œil, on a
une compétition finale à la fin des MBA. Un annonceur arrive et dit à la promo, voilà ma problématique, avec une grande agence parisienne et un annonceur sur les boissons énergétiques mondialement connu. C'est simple, hein, on a eu une présentation estudiantine sur Teams, c'était une émission de télé. On a mis 20, c'est jamais arrivé en 20 ans. Et le patron de l'agence était là en disant « mon agence ne sait pas faire ça ». Et ça, c'est l'audace de la jeunesse, c'est l'audace qu'il va falloir mettre en avant dans les mois à venir, j'en suis sûr. Merci Vincent. Si on prend l'autre casquette de l'Île-de-France, qui est vraiment aussi de soutenir le développement des territoires, des entreprises, quel regard vous avez un petit peu? Comment vous voyez évoluer finalement la gestion et la dynamique de ces territoires au regard de ces nouvelles compétences, du télétravail? Est-ce que ça a un impact? Alors c'est sûr qu'il y a un impact, et je commencerai déjà par souligner le fait que la région Île-de-France, c'est la région. Ce qui veut dire que lire, comprendre le territoire et lui donner une vision stratège dans son évolution, ça a beaucoup plus de sens de le faire depuis la Seine-Saint-Denis, qui est un territoire au cœur des problèmes et au cœur des opportunités, que de le faire depuis Paris, qui a déjà une concentration de ministères et autres administrations déjà très élevée. Donc déjà, c'est depuis où vous regardez les problèmes, ça change beaucoup de choses. Ensuite, si vous êtes une administration un peu bunkerisée, comme ça pouvait être le cas avant dans les Invalides, dans vos grands palais, quel contact, quelle interface vous avez? Vous avez parlé d'expérience utilisateur tout à l'heure. Nous, nos utilisateurs, il y a 4 ans, on ne les voyait jamais. Et eux ne nous voyaient pas plus. Là, désormais, on a un site au cœur de la Seine-Saint-Denis. C'est ouvert. La présidente utilise la formule, c'est la maison des franciliens, et donc c'est le carrefour des initiatives. Et donc, vous pouvez avoir tous les jours, toutes les semaines, des grandes initiatives pour rassembler les entrepreneurs, les grands dirigeants, les acteurs des transports, etc. Donc vous pouvez rassembler, vous pouvez co-créer, vous pouvez faire rencontrer les acteurs. C'est ça le rôle d'une région stratège. Donc comprendre son territoire, c'est aussi être là au plus près de ses besoins. C'est très difficile de faire de l'expérience utilisateur en gardant l'utilisateur loin de vous, loin de vos services. Et toute notre ambition de transformation de l'action publique, c'est de faire entrer l'utilisateur au cœur du design de ses services, au cœur de la manière dont on travaille. Donc déjà, télétravailler, on l'essaye, on le teste, on l'apprend et ensuite on partage nos expérimentations. Je pense que vous l'avez vu dans l'argumentaire que j'ai expliqué tout à l'heure, ce qui était le pilier de notre transformation, c'est l'exemplarité. L'exemplarité managériale, l'exemplarité du sponsorship, jusqu'au bout du projet, ce qui fait que au moment où on a, par exemple, récemment signé avec la vice-présidente une charte avec tous les DRH importants de la région Île-de-France autour du télétravail. Parce que quand vous faites le télétravail sur tout votre territoire, vous pouvez redynamiser vos centres urbains parce que d'un seul coup, les télétravailleurs vont aller à la boulangerie, vont aller chez le boucher le midi, vont manger au restaurant à côté, prendre un café, etc. Donc, au lieu d'avoir tout le monde qui se concentre à la Défense, vous pouvez alléger vos transports. Ça, on le fait avec le lissage des heures de pointe, donc diminuer le pic dans les transports le matin et le soir. Et on le fait avec le télétravail pour que finalement, on puisse étaler les flux et on puisse avoir une activité économique qui ne soit pas concentrée à un moment. Et donc, vous améliorez la qualité de vie au quotidien, la qualité du travail, puis vous permettez à votre tissu économique de vivre et d'être actif toute la journée. Et donc, c'est véritablement un changement de l'expérience de vivre en Île-de-France si on change la manière dont on travaille collectivement. Et là, on retrouve le rôle de la région stratège qui essaye, qui vit les choses concrètement, réellement, et ensuite qui rassemble et qui oriente la transformation de son territoire. Et on a besoin justement de faire les choses, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est trop facile de dire aux autres faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Et donc là, nous, on a dit on fait l'inverse, on pense quelque chose, on l'essaye, on le teste, on voit si ça marche, et une fois qu'on a compris comment ça marchait, on le propose, et là, on fait un effet d'échelle en rassemblant tous les grands acteurs du territoire derrière la région Île-de-France. Alors Vincent, du coup, je pense que ça fait aussi écho à peut-être ce que tu peux voir avec ta casquette de l'Axel. Oui, puisque au sein de l'association de l'économie française digitale, on a un atelier, une commission qui s'appelle Reinvent Work, sur la réinvention du travail. Tu évoquais le télétravail, je le dis souvent, hein, l'escroquerie de ce terme sémantique. C'est travail à domicile, travail nomadisme, travail chez soi. En fait, c'est la réinvention du travail. Et on a besoin, les DRH, d'avoir des regards d'autres fonctions et d'autres acteurs de l'innovation digitale pour nourrir tout ça.
Ce qu'on voit en tout cas dans les tendances de recrutement et de besoins, tous nous disent c'est fabuleux le télétravail, sur les dossiers en cours et bien gérés, on avance. Par contre, sur la créativité, l'innovation, là, le physique manque et on ne sait pas très bien faire et on a peur de manquer d'innovation si on ne se voit jamais tous. Et dans les recrutements, on voit certes les tendances e-marketing, e-commerce, back to business, mais on voit surtout le phygital. Comment tu parlais de redynamiser le centre-ville et les commerçants, c'est la tendance de dire, OK, il y a l'e-commerce, mais comment le digital va améliorer cette expérience utilisateur dans la vraie vie avec ce mix présentiel-distanciel. Et dernière intention très forte dans le recrutement, la pédagogie liée au digital. On a une vraie tendance dans notre milieu, c'est d'être webeux, jargonneux. Et si on prend le champ sémantique de tout le hub forum, de tous les speakers, on pourrait écrire un dictionnaire. Attention, ça c'est facile entre nous. La transformation digitale, c'est emmener tout le monde, cette similarité et l'intention. Et pour ça, les recruteurs nous disent qu'il nous faut des pédagogues, des gens capables d'expliquer le digital à ma grand-mère. Et ça, on l'apprend rarement à l'école. C'est chez nous un point très très fort. Et je voudrais enfin réagir sur cette intention de transformation des entreprises ou des organisations en n'oubliant pas l'axe de la formation. C'est bien beau de dire on va se transformer, mais je reviens à l'individu. Tout le dispositif que met le gouvernement et tout le changement de la formation continue est une vraie chance à la transformation digitale. Je t'en Est-ce que prie, je vas-y. peux réagir à ce que tu dis, Vincent? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je prends un cas qui, je pense, va t'intéresser et j'espère intéressera aussi nos auditeurs. On a 8500 agents dans les lycées en Île-de-France. Il faut comprendre que ces métiers sont extrêmement pénibles. On fait de l'entretien, des bâtiments, on fait le ménage, on fait la restauration, on fait l'accueil. Sans ces 8500 personnes, vos lycées n'ouvrent pas. D'accord ? Donc, vos 600 000 étudiants dans les lycées, ils peuvent avoir accès aux cours parce qu'on a 8500 agents engagés sur le terrain dans des métiers extrêmement difficiles. Et cette année, on fait une transformation digitale, mais extraordinaire des métiers. Il n'y a aucune région, aucune administration qui le fait en France de cette ampleur. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par distribuer des tablettes à tous les agents des lycées, 8500 tablettes. Ces tablettes, elles sont personnelles et individuelles, donc elles sont pour votre usage personnel et votre usage professionnel. Et donc, je vais faire le lien là-dessus parce que je pense que ça va t'intéresser, de manière à ce qu'en fait, sur ces tablettes, tu vas pouvoir trouver une application par rapport à ton métier qui va t'aider à améliorer ton quotidien et qui va te dire, ben, voici aujourd'hui quelles sont les choses à réparer. Et puis si tu n'arrives pas à les réparer, tu vas pouvoir prendre des photos, les envoyer à un centre qui va le traiter. Et puis, si aussi tu as des restrictions de santé, parce que c'est des métiers très pénibles, on va savoir que toi, bah, tu as mal à l'épaule, et donc on va dire, bah, ça, c'est pas toi qui vas le faire, c'est quelqu'un d'autre, laisse ces travaux-là, parce que toi, tu as une restriction médicale. Donc tu as la prévention de la santé grâce à un outil digital. Et puis on m'a dit, oui, mais c'est des populations qui sont pas des digital natives, comme on dit. Hein. Donc on me dit, oui, ça va être trop compliqué pour eux d'utiliser ces outils-là. C'est la première chose qu'on m'a dit. Je leur ai dit, oui, mais comment ça se fait qu'ils sont capables d'utiliser leur smartphone et qu'ils sont capables de faire des virements en Afrique en moins d'1 minute, ce qui, moi, me prendrait 4 heures pour comprendre comment ça marche. Et en fait, oui, il y a de l'électronisme, parce que c'est difficile d'utiliser les outils, mais en même temps, quand on leur envoie un mail de 8 pages avec 15 pièces jointes et des slides de 50 slides pour expliquer comment marche une application, ils ne vont pas le faire. Et donc, moi, je te rejoins sur la formation. Effectivement, il y a de la formation, mais il faut que cette formation, elle soit aussi UX. Il faut aussi qu'elle soit proche de l'utilisateur. Et ben, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire des expérimentations avec eux de qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas réellement. Parce que oui, il y a des problèmes même de compréhension du français pour beaucoup de personnes. Mais même sans comprendre le français, vous pouvez utiliser un outil digital. Et donc, comment on s'assure d'avoir des formations qui ne soient pas standards, mais qui s'appliquent réellement aux besoins et au niveau des personnes. Et en tant qu'employeur, quand vous avez des milliers d'employés qui vont partir à la retraite dans quelques années, faire cette transformation digitale, leur donner les capacités et les moyens de devenir autonomes d'un point de vue digital avant de passer à la retraite, c'est une responsabilité sociétale. Parce qu'après, ils ne seront pas perdus et seuls face aux démarches administratives, face à tout ce qu'on doit faire, parce que c'est digital aujourd'hui la manière dont on fonctionne. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges. Et puis peut-être qu'on se donne rendez-vous dans quelques mois pour faire le point un petit peu sur tout ça. Merci d'abord de l'invitation, Perle, et puis merci aux spectateurs. On est tellement sollicités aujourd'hui dans tous ces contenus online d'être là. Merci à vous. Et puis je suis ravi aussi parce que j'ai recruté un nouvel intervenant dans mon MBA sur la transformation digitale des organisations.
Merci Vincent. Et puis en tout cas, la région Île-de-France vous accueille. On fait 5000 personnes qui viennent nous voir chaque année justement découvrir la transformation. 10 000 personnes même en conférence sur ces sujets-là chaque année. Donc soyez les bienvenus. Tous ceux qui souhaitent venir voir le site de la région Île-de-France, écrivez-moi sur LinkedIn et je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup Perle pour cette invitation et merci Vincent encore. Merci Vincent, merci Ulysse.